Il est celui qui deviendra un jour le meilleur épéiste au monde. Celui qui sera connu par-delà la mort, que ce soit en bien ou en mal, afin que son ami d'enfance l'entende jusqu'au paradis. Le bras droit du futur seigneur des pirates, le chasseur de pirates, Roronoa Zoro. Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK, et aujourd'hui je vais tenter à travers une analyse approfondie du personnage, de montrer en quoi Zoro a eu l'évolution la plus importante du manga, et la symbolique de son rêve et de son avenir dans l'univers de One Piece. Il faut savoir que Zoro, contrairement à ce que l'on pourrait penser, possède l'un des développements de personnages les plus importants du manga. Certes, nous n'avons pour le moment pas de flashback grandiloquent et nous ne le voyons la plupart du temps que pour ses démonstrations de force, mais en y regardant de plus près, en analysant plus attentivement le personnage, nous pouvons voir que Zoro est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il est celui qui possède une évolution identique, voire supérieure au protagoniste en termes de puissance et de lore. En effet, Zoro est le premier personnage à entrer dans l'équipage de Luffy et à lui dévoiler son rêve. La relation entre Zoro et Luffy est directement présentée comme un rapport d'intérêt l'un envers l'autre. Zoro s'allie à Luffy parce qu'il en a besoin, mais n'hésitera pas à l'abandonner si ce dernier devient un obstacle à son rêve, tandis que Luffy s'allie à Zoro pour ses valeurs et son bon cœur. Même si Zoro ne le laisse pas paraître. Il réitérera sa promesse lors de sa défaite contre Mihawk, où il prêtera serment sur le Wado Ichimonji de ne plus jamais perdre un seul combat. De cette promesse naîtra la volonté de Zoro de se surpasser, afin de pouvoir la respecter. Cette loyauté prendra tout son sens et sera sublimée lors de l'arc Thriller Bark, où Zoro prendra la lourde responsabilité de se sacrifier afin de laisser Luffy vivre. À ce moment, le Zoro égoïste et froid du début a évolué et est prêt à faire passer l'ambition et la volonté de son capitaine devant la sienne, tel un samouraï au service de son maître. Toutefois, un événement vient ajouter plus de complexité à cette analyse, l'intervention de Sanji qui décide lui aussi de se sacrifier. À ce moment, Zoro ne réfléchit pas et assomme le cuisinier, assumant pleinement la responsabilité de second et donc d'être en première ligne lorsque le capitaine n'est pas disponible pour accomplir son devoir. Ce qui est intéressant de noter, c'est la manière dont Zoro assomme Sanji. Cela peut paraître anodin, mais le fait que Zoro utilise Shusui pour assommer Sanji est lourd de symbolique. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi sciemment de faire utiliser Shusui pour un tel acte? Wado ou Sandai auraient pu tout autant convenir. Après tout, ce sont chacun des sabres. Non, la symbolique est tout autre. Shusui signifie clair de l'eau automnale, ce qui renvoie à l'équinoxe d'automne, où la frontière entre le monde des esprits et des vivants est la plus mince. C'est le moment où les licorices fleurissent, et où la nuit est aussi longue que le jour, renvoyant à l'atmosphère de Thriller Bark et son dénouement avec Kuma. C'est le moment où Zoro a été le plus proche de la mort, en endossant tous les dommages de son capitaine, durant la bataille, plus les siens face à Ryuma, Oz et Kuma. Il survivra à nouveau face à la mort, malgré les blessures graves qu'il aura subies, allant jusqu'à choquer Sanji. Plus que cela, il demandera à ce que cette scène ne se soit jamais passée, car elle incarnerait le déshonneur pour Luffy, qui en tant que capitaine n'a pas réussi à protéger son équipage. Il sait plus que quiconque comment Luffy réagirait à ce sacrifice, et ne veut absolument pas que cela se sache. Comme il le dit à Water 7, en tant que second, Zoro veut que Luffy puisse avancer sans se soucier de ce qu'il y a derrière lui, quitte à passer pour un démon sans cœur, car il sait ce qui est juste et bon pour l'équipage. Zoro assumera les conséquences de ses actes à Shabondi, où il sera beaucoup trop faible pour résister à l'assaut des pacifistas et de Kizaru. Se sentant encore une fois impuissant et inutile, il repensera à sa promesse et qu'il doit devenir plus fort pour surpasser Mihawk. C'est avec cette pensée, ce souhait de devenir plus fort, que Kuma l'enverra sur l'île de Mihawk, où il affrontera une horde de babouins. Lors de la mort de Ace, Zoro fera tout pour repartir afin de soutenir Luffy, qui selon lui est le plus à souffrir de cette disparition, prouvant une fois de plus sa loyauté envers son capitaine. Cependant, il se rendra rapidement compte que sans être plus fort, il ne sera qu'un poids pour Luffy. Il décidera donc de ravaler sa fierté et de s'agenouiller devant Mihawk afin que celui-ci l'entraîne. Déçu, Mihawk l'enverra sur les roses, stipulant qu'un faible comme lui, n'ayant aucun honneur, ne mérite pas sa pitié. Ce n'est qu'en apprenant que Zoro avait déjà vaincu les babouins et qu'il était le seul adversaire qu'il restait à battre, mais qu'il a décidé de mettre son honneur de côté, non pas pour lui mais pour son capitaine, que Mihawk, témoin du pouvoir de Luffy à Marineford, décidera finalement d'entraîner Zoro. Là où Zoro se dévoilera le plus et empruntera encore plus la voie de sa promesse, c'est à Wano. En effet, en voyant le mode de vie calamiteux des habitants, il compatira de leur sort tout en développant une animosité beaucoup plus importante pour Kaido et Orochi, le faisant aller jusqu'au toit pour le combattre auprès de son capitaine, où il fera une prestation des plus impressionnantes, forçant les deux Yonko à ne pas le sous-estimer, allant jusqu'à même blesser la créature la plus puissante du monde dans un dernier barou d'honneur pour protéger son capitaine. Utilisant pour la première fois le HDR revêti face à King, il rappellera sa promesse avant d'annoncer vouloir devenir le Seigneur des Enfers, montrant sa maîtrise de Enma, le dieu des enfers. Après avoir maîtrisé 2 de ses lames, il ne manque plus que le Wado Ichimonji, le sabre de Kuina, pour hisser Zoro au sommet de son art. Son but est certes de devenir le meilleur épéiste, mais que son nom soit surtout entendu jusqu'aux cieux pour Kuina. Pour ce faire, pas le choix.
Il doit littéralement accéder à un rang de dieu, faisant écho au titre de son ancêtre Ryuma, le dieu des lames, épéiste de légende ayant été comparé à Joy Boy en termes d'influence. Maîtriser une lame, c'est plier sa personnalité à sa volonté, c'est-à-dire posséder concrètement une volonté de roi selon la puissance de l'épée. Le Sandai Ketetsu est très certainement la première épée éveillée de Zoro, car la plus faible, par la manifestation de Ashura, le dieu de la guerre. À la fin de Wano, Zoro vient de maîtriser Enma, connu sous le nom de Seigneur des Enfers, en ayant développé le HDR revêti. Il ne manque donc plus qu'à maîtriser le Wado Ishimonji. Là où ça devient intéressant, c'est encore une fois sur la symbolique que le sabre représente. La lame signifie la route qui mène à l'harmonie, présentant la dernière étape que Zoro doit franchir pour accomplir son rêve. Elle doit donc être la dernière lame que Zoro devra éveiller. Si l'on pousse plus loin, c'est la seule lame avec un fourreau blanc, symbole de la mort en Asie. On sait que Zoro a croisé et provoqué plus d'une fois la mort, que ce soit avec Mihawk, Arlong, Mr. One, Kaido, King, etc. La fameuse faucheuse que l'on voit à la fin du combat contre King serait en fait la manifestation du Wado sous la forme de dieu de la mort. Il est intéressant de noter qu'à chaque fois que Zoro était proche de la mort, le Wado était avec lui, et c'est même au seuil de cette dernière qu'il a pour la première fois manifesté le haki contre Mr. One. La mort de Kuina ne serait donc pas due à une chute dans les escaliers, mais à la manifestation du Wado Ishimonji qu'il a jugé trop faible après qu'elle ait perdu sa volonté, quand elle a avoué qu'être une fille la rendait plus faible que Zoro. Pour rappel, elle allait chercher une pierre à aiguiser pour entretenir le Wado lors de sa chute. Ce fait, Zoro atteindra un nouveau stade avant Mihawk, en maîtrisant le Wado pour devenir le dieu de la mort, et ainsi pouvoir scander son titre de meilleur épéiste, non pas du monde, mais de l'histoire, largement supérieur à Ryuma et Mihawk, et ce, en cristallisant lors de son combat final ses 3 lames noires. Pour chaque combat, Zoro a eu un power-up en rapport avec le HDR. En suivant la même logique, le Wado devrait lui permettre d'accéder à un nouveau stade du HDR. À partir de là, on entre dans la théorie pure, mais c'est pour corroborer avec l'analyse et le futur du personnage selon cette même analyse. Il est possible que ce nouveau stade du HDR soit celui capable de plier la réalité à sa volonté. Zoro sera laissé pour mort, mais son HDR sera tellement important qu'il aura envoyé une vision à son ennemi, lui faisant croire à sa mort. Un peu à l'instar de Mihawk avec les bras coupés de Luffy à Marineford, lui octroyant ce titre de celui qui a maîtrisé la mort. Cependant, même si le corps de Zoro ne sera pas mort, son esprit le sera, du moins d'un point de vue symbolique. Une mort spirituelle pour accomplir sa promesse, une vision de Kuina lui souriant dans le royaume des morts, à l'instar des visions que peuvent avoir les personnages de Kimetsu no Yaiba. Une vision lui disant que maintenant qu'il a accompli son rêve, il peut à présent relâcher la pression et accéder à la paix intérieure, ce qu'il fera en embrassant pleinement son rôle de bras droit de Luffy, celui qui possède la principale faiblesse de craindre les lames. Zoro, en devenant le meilleur épéiste du monde, pourra alors permettre à Luffy d'accomplir son rêve en comblant cette faiblesse. En quelque sorte, la mort de Zoro dans sa psychologie permettra la renaissance d'un Zoro pouvant protéger ce qu'il considère à présent comme sa propre famille et qui est pour lui beaucoup plus précieuse que sa vie, faisant de lui le dieu de la mort. Roronoa Zoro incarne la droiture, le courage, la bienveillance, le respect, la sincérité, l'honneur et bien sûr la loyauté. Il est la quintessence de l'honneur du samouraï, incarnant les préceptes du Bushido dans sa forme la plus pure. Celui qui à ce jour possède la relation la plus importante avec le protagoniste, toute histoire confondue. J'espère que cet épisode d'analyse de personnage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.